à distance, mais quand même tout près de vous, dans vos écrans, l'ouverture du Belk d'hiver, le premier Belk numérique de France Éducation Internationale, et de faire dialoguer deux directeurs généraux qui dirigent deux opérateurs, enfin deux institutions qui œuvrent pour la francophonie dans le monde. Pierre-François Maurier, le directeur de France Éducation Internationale, et Yves Bigot, le directeur de TV5 Monde. Alors, en 2019, vous signez ensemble le renouvellement d'une convention. C'était à Sèvres, c'était en présence de 200 personnes, c'était, comme on le dit aujourd'hui, en présentiel. Et puis, un an plus tard, eh bien, le Belk d'hiver avait bien lieu, en février 2020, avec des participants venus du monde entier. Les gestes barrières étaient déjà là, puisque la pandémie était aux portes de l'Europe. Et puis maintenant, vous voici réunis, tous les deux, à distance, virtuellement, pour inaugurer le Belk d'hiver, le premier Belk entièrement numérique de France Éducation Internationale. Donc le chemin parcouru en un an est considérable. Les outils de communication ont énormément changé depuis un an, à une vitesse folle, et toutes nos méthodes de travail ont été bousculées. Pour autant, dans ce contexte de crise sanitaire, eh bien, nous avons continué à travailler ensemble. Vous avez continué à travailler ensemble autour, par exemple, des modules pour enseigner les médias en classe de langue avec TV5 Monde et RFI. 20 fiches pédagogiques qui ont été créées autour de l'enseignement bilingue. Et puis moi-même, j'ai eu la chance de pouvoir mettre en avant tous ces centres de langue qui se battent au quotidien pour lutter contre la crise, centre que vous labellisez à France Éducation Internationale. Alors, on croyait la formation et l'information ankylosées, arrêtées, et vous prouvez donc le contraire. D'où quand même mon interrogation, comment un grand média et un grand opérateur qui œuvre pour la francophonie vivent leur mission de service public en temps de crise. Quelle organisation vous avez mis en place, par exemple, vous, Yves Bigot et TV5 Monde, pour continuer cette mission de service public? Bah, écoutez, avec difficulté et surtout dans un premier temps, hein, parce qu'on a quand même été pris par surprise le 11 mars 2020, hein, lorsque d'un seul coup, bah, on est passé de 400 et quelques personnes hein, au 131 avenue de Wagram à Paris à une toute petite vingtaine. Donc vous imaginez combien c'était difficile. On a dû réduire notre périmètre de production évidemment de nos propres magazines, de nombre de nos journaux télévisés. On a même dû pendant un temps réduire nos 8 chaînes généralistes à 4, hein, c'est-à-dire les coupler deux par deux par zone géographique. Mais du coup, beaucoup de nos téléspectateurs perdaient le sous-titrage qui correspondait à leur pays et à leur langue. Hein, donc c'est évidemment très dommageable pour nous et pour eux aussi. Alors on a appris évidemment, petit à petit, à travailler à distance, à produire des journaux à distance, à produire des magazines à distance. C'est compliqué, hein, parce que on a dû évidemment s'équiper des outils, on a dû former les personnels, hein, journalistes, monteurs, infographistes et autres, à travailler depuis chez eux avec des outils qu'ils ne connaissaient pas nécessairement jusque-là, qu'ils ne maîtrisaient pas. Et malgré ça, évidemment, ce qui prenait une heure avant, quand on était sur place, ben, on prenait 3, 4, 5. Hein. Donc le rythme de production était évidemment beaucoup plus lent. Il était aussi ben, moins efficace, hein, moins productif. Et ça n'est qu'à partir des tout premiers relâchements, hein, qui était le 11 mai, qu'on a pu commencer progressivement à rétablir la grande majorité de nos rendez-vous. Et c'est, je me souviens, le 6 juillet seulement que nous avons pu revenir à la normale pour nos téléspectateurs et nos internautes. Ça, c'est un aspect. Évidemment, ça, c'est le service à nos téléspectateurs qui était également amputé, évidemment, des difficultés que parallèlement subissaient nos chaînes partenaires qui nous fournissent leurs programmes, hein, France Télévisions, Radio-Canada, Télé-Québec, la RTBF belge, la RTS suisse. Donc vous voyez une offre qui était nécessairement dégradée, même si heureusement on avait du stock de cinéma, de séries télé, de documentaires. Enfin, c'est déjà un problème de service vis-à-vis de nos, entre guillemets, clients. Et puis après, il y a toute la gestion interne, évidemment, des personnels qui était très difficile, très délicate, avec mise en place de
tout un tas de choses pour permettre que malgré tout, déjà ceux qui restent puissent continuer à travailler, parce que si on n'a pas de personnel en régie de diffusion, ben on cesse de diffuser nos 8 chaînes généralistes et nos 3 chaînes thématiques. Et par ailleurs, si on cesse d'émettre, l'entreprise ferme, hein, parce que on a plus de 3000 contrats de distribution sur l'ensemble de la planète, hein, pour rendre disponibles nos chaînes. Mais le premier article de tous nos contrats, c'est: vous vous engagez à en permanence fournir un signal à votre distributeur. Voilà, des grosses difficultés. On a réussi à les surmonter, parce qu'on a la chance à TV5 Monde d'avoir un personnel qui est extrêmement engagé, qui est extrêmement résilient, qui aime sa chaîne et qui avait déjà vécu un type de situation très différente, mais qui demandait le même genre de résilience en 2015, quand nous avions été victimes de la plus forte cyberattaque qui ait jamais touché un média jusqu'à aujourd'hui. Pierre-François Mourier, pour un opérateur comme vous qui êtes tourné vers l'international, qu'est-ce que cette crise du Covid inédite a changé pour vous? Merci beaucoup. Je ne vais pas redire ce qu'a dit fort bien Yves Bigot. On a vécu tous la même chose. Quand je dis tous, c'est vraiment le monde entier. Et je vais plutôt me concentrer sur ce qu'a pu nous apporter cette crise, d'une certaine manière. Alors, comme souvent, au-delà de la tragédie qu'on a connue, une crise, c'est un accélérateur de créativité. C'est vrai dans tous les domaines. Vous, je suis sûr, je vous regarde, je regarde vos émissions, je suis sûr que vous êtes poète et scientifique. Eh bien, comme poète, si vous écrivez un sonnet, vous tentez de vous inscrire dans un cadre. Si vous êtes scientifique, vous élevez une équation, vous avez un cadre très contraint. Ben, cette crise, c'est pareil. On a pris appui sur l'obstacle considérable pour essayer d'aller encore plus loin. On a d'abord essayé de transposer tous nos savoir-faire, en tout cas l'ensemble de ceux qui pouvaient être transposés, en distanciel, comme on dit aujourd'hui. Nos agents, comme à TV5 Monde, qui sont extraordinairement attachés à France Éducation Internationale, ont fait preuve d'une réactivité qui vraiment force le respect. Je crois que c'est un mot qui est très important pour nous aujourd'hui, c'est le respect qu'on a pour tous nos collègues. Ils ont fait preuve aussi beaucoup de souplesse en démontrant qu'un établissement, même un établissement public, peut aussi être agile. On a cherché, on a essayé, on a mis en place une sorte de méthode des essais et des erreurs, en expérimentant notamment de nombreux formats pour nos formations, parce que c'est le cœur de ce que nous faisons à France Éducation Internationale. La synchronie avec les classes virtuelles, avec des webinaires très nombreux et qui ont d'ailleurs connu beaucoup de succès. Et puis l'asynchronie, en un seul mot, asynchronie, avec le recours à des sortes de, je dirais, de classes inversées, pour ceux qui connaissent, des classes inversées géantes, des macro-classes inversées, si on veut, en proposant aux bénéficiaires de travailler d'abord sur des documents postés en ligne avant d'avoir un dialogue suivi avec un tuteur. Et c'était une classe à la taille du monde, d'une certaine manière. Puis on a aussi mis en place des formules mixtes, des formules hybrides. Là aussi, c'est un nouveau mot qui n'appartient plus seulement à la voiture, mais aussi à la formation aujourd'hui, avec des relais locaux, grâce au réseau d'experts associés qu'on a un peu partout, qui est vraiment considérable, avec un maillage local unique, je crois, dans le domaine de la formation. Je donnerai un seul exemple que vous connaissez, le Rwanda, où une de nos expertes associées, à Kigali, a pu mener des missions d'expertise pour FEI. On ne pouvait pas aller sur le terrain nous-mêmes. Nos experts associés sur place ont pris le relais, d'une certaine façon. Alors j'en retire une conviction globalement. Si un nombre important de solutions ont pu être trouvées, Yves Bigot l'a dit, dans un cadre très différent, nous aussi, si un nombre important de solutions ont pu être trouvées, en ce qui nous concerne pour la formation à distance, pour ce qui est des missions d'expertise, c'est vraiment notre connaissance fine et ancienne, très ancienne du terrain, et notre présence partout qui ont décuplé nos capacités d'intervention. C'est un des avantages, peut-être le seul d'ailleurs, de l'âge, puisqu'après tout, vous le savez, nous œuvrons à l'international depuis plus de 75 ans, maintenant presque 76. Puis enfin, on a innové en créant à partir vraiment d'une page blanche et en un temps record, moins de 2 mois, dans mon souvenir, en avril, mai, juin 2020, et complètement à distance, en télétravail, on a créé un campus numérique entièrement gratuit qui a rassemblé en juillet 2020 plus de 25 000 participants.
Yves Bigot, qu'est-ce que cette crise du Covid a changé en termes d'usage pour vos publics? Est-ce que vous avez pu conquérir un public différent, un autre public, élargir même ce public-là? C'est très contrasté, Yvan. Dans un premier temps, au mois de mars, avril, mai, et je dirais encore pendant l'été, oui, nous avons vu, et notamment nos offres numériques, bondir, multiplier certaines par 3, d'autres par 10, etc. En particulier, toutes les offres d'apprentissage du français, nos programmes Apprendre et enseigner le français, qui ont été extrêmement visités et utilisés. Nos audiences pour les chaînes de télévision, les audiences traditionnelles se portent bien. Je pense que malheureusement, maintenant, la crise se poursuivant et s'éternisant d'une certaine façon, parce qu'on n'en voit pas le bout, en s'éternisant, nous sommes évidemment très handicapés par l'impossibilité de voyager, de nous rendre sur place auprès pour beaucoup des populations qui nous regardent, alors notamment dans l'univers purement francophone, que ça soit en Afrique du Nord ou en Afrique subsaharienne, au Liban, nous ne pouvons plus aller là-bas. Certes, nous avons des correspondants pour l'info, mais on ne peut plus aller animer nos partenariats, aller créer des événements, participer à des forums économiques comme à des festivals de cinéma, des festivals de musique ou des festivals numériques aussi. Et ça, moi, j'ai très très peur que sur la durée, et on y est maintenant, d'ores et déjà sur la durée, ça ne nous handicape parce que ça ne nous permet plus de créer l'événement, de rappeler l'importance de TV5 Monde et puis tout ce que nous faisons pour les artistes, pour les créateurs, mais aussi pour l'économie, pour les entreprises, etc., dans tous les pays majeurs où on nous regarde. Donc moi, je suis assez inquiet de cette situation. Et puis, un peu l'appauvrissement, en partie, l'appauvrissement de notre offre aussi va avoir, je le crains, un effet un peu négatif pour nous, parce que il y a effectivement, notre impossibilité d'aller produire des émissions dans ces pays, sur le terrain, mais il y a aussi l'appauvrissement partiel de ce que nous fournissent nos chaînes partenaires. Et par ailleurs, il faut ajouter à ça l'arrêt des tournages de cinéma, l'arrêt des tournages des séries télévisées. Et donc, du coup, à un moment, la chaîne de fourniture et de production, mais donc de fourniture et de livraison de nouveaux programmes et de programmes récents, est ralentie. Espérons qu'elle ne soit pas complètement interrompue. Alors, heureusement, puisque nous coproduisons beaucoup de séries télévisées, de documentaires, de magazines en Afrique. En Afrique, on continue à pouvoir produire, en tous les cas en Afrique francophone, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, ou au Cameroun, au Bénin, au Togo ou au Gabon. Mais d'abord, on n'est pas à l'abri que ces pays, à leur tour, voient la pandémie interrompre les tournages. À France Éducation Internationale, vous l'avez dit, Pierre-François Mourier, vous avez quand même fait une énorme mutation numérique. Est-ce que ça vous a apporté un plus large public, un public différent? Oui, oui et oui. Plus large et différent. Lorsque je porte un regard rétrospectif sur 2020, je dirais que tout d'un coup, du jour au lendemain, littéralement, on a eu affaire à des publics captifs, mais au sens, hélas, très fort du terme. C'est-à-dire bien souvent des gens qui étaient confinés chez eux, dans une situation imprévue, qui ne pouvaient plus faire classe, parce que notre public, ce sont surtout des enseignants, et donc à une demande extraordinairement forte de numérique. On a tous constaté, tous mes collègues et moi-même, dans tous les départements de France Éducation Internationale, pas seulement à la langue française, mais aussi dans tous les autres départements, une sorte d'explosion inédite des audiences. Chez nous, ça s'est traduit, je l'ai dit, par une fréquentation record de notre campus numérique. Juste pour un ordre d'idée, on a 500 personnes au maximum en présence en année normale sur le campus de Nantes. Et je le rappelle, plus de 25 000 à distance durant
le campus numérique d'été 2020. Pour tout vous dire, Yvan, on a été un peu surpris au début, très surpris, pour ne pas dire un peu stressé même. Alors, on ne s'attendait absolument pas à un tel nombre de personnes. Et cette surprésence sur le net et sur les réseaux sociaux, elle traduisait en réalité, je crois, un besoin immense, comme le disait Yves Bigot, de proximité. Le numérique était perçu alors comme la réponse face à l'impossibilité du présentiel. Et c'est vrai que c'était la seule réponse, la promesse d'une présence malgré la distance, en quelque sorte. Alors aujourd'hui, maintenant, avec un an de recul, hélas, sur cette crise, en termes d'usage, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le numérique entraîne une vraie révolution de la formation, mais qu'il ne peut pas tout faire tout seul. On est tous d'accord pour dire que, je crois, pour dire que l'étape franchie est irrévocable. Le monde entier a sauté dans le bain du numérique et oui, c'est sûr, il n'y aura certainement pas de retour en arrière. D'ailleurs, dans le domaine de l'audiovisuel, on voit bien la montée en puissance absolument irrésistible des plateformes numériques. Je ne citerai évidemment aucun nom. Dans notre domaine, le recours à des formations à distance fait désormais finalement moins peur à ceux qui sont formés comme à ceux qui forment, les formateurs. Ça paraît maintenant complètement naturel, on a presque l'impression que ça a toujours existé, qu'on a toujours travaillé comme ça, même si ça n'a jamais qu'un petit peu moins d'un an. Et puis je voudrais tout de suite ajouter quand même, un peu comme l'a fait mon collègue directeur général de TV5 Monde, je voudrais ajouter un bémol à ce qui vous paraîtra peut-être un peu trop enthousiaste. Nos missions de coopération éducative, nos missions de formation didactique, elles auront toujours besoin de présence, de présentiel. D'abord parce que beaucoup d'enseignants ont exprimé leur refus de n'être que de simples communicants, si je puis dire. Les enseignants, ils se définissent d'abord comme des pédagogues. Et certains, beaucoup, estiment très difficile une transmission sans face à face, par des visioconférences vides de présence finalement. On connaît tous ces écrans noirs et ces micros fermés pour cause de bande passante, ou aussi parce que parfois on fait autre chose que d'écouter la conférence, on répond à ses mails, on fait plein de choses à la fois, encore plus qu'avant. Alors bref, qui est-ce qui est au bout de la ligne finalement? C'est ça la vraie question. Et c'est très intéressant d'un point de vue, je dirais, quasi ontologique. L'autre, on le reconnaît d'abord, et c'est vrai chez les tout petits, chez les bébés, avec leur maman en particulier, c'est vrai dès la prime enfance, on le reconnaît d'abord par son visage. La création de l'altérité, l'apparition d'une relation empathique et éthique à autrui, ça passe d'abord par la présence du visage de l'autre et de son corps tout entier, pour paraphraser Lévinas. Même si à l'inverse, il faut bien reconnaître que là, on a le privilège, tous les trois, de se parler sans masque, et que si on était en présence, on se parlerait avec masque. Et donc, on voit mieux nos visages, mais on peut espérer que ça ne soit que transitoire dans l'espace public. Ensuite, en plus de cette question ontologique, se pose la question de la frontière entre formation et information. C'est une frontière que vous, les journalistes, vous connaissez bien et vous vous posez toujours la question, j'imagine. Et nous, on se l'est posé dès l'été dernier. Avec ce campus numérique, certes, on a donné à 25 000 personnes un accès sans précédent à de l'information. Mais on pense, et on a étudié les choses, qu'en plus, au-delà de cette information, c'est bien une formation aussi que nous leur avons permis d'acquérir, même si elle n'a sans doute pas la même puissance qu'un parcours en présence. Puis enfin, il faut qu'on se pose la question des dommages collatéraux que le manque de présentiel peut entraîner. Déserter le terrain, c'est aussi perdre l'information essentielle de sa réalité, de sa constante évolution. Nous aussi, on est notamment en coopération éducative, on fait un travail un mixte entre un travail de chercheur et un travail de journaliste, d'une certaine manière, pour vraiment comprendre le pays, pour pouvoir mieux l'aider à mener ces réformes. Et puis, déserter le terrain, c'est aussi laisser entièrement la place à l'expertise locale. Évidemment, ça fait partie de nos missions de favoriser l'expertise locale, mais là encore, il faut de la mixité entre équipes locales. Et puis, nous, les animateurs de FEI, ne serait-ce que parce qu'il peut y avoir des tensions, voire des lobbies sur le terrain, avec les risques potentiels que ça peut entraîner, notamment en termes d'objectivité. Donc on voit bien les limites concrètes de l'exercice et des usages en termes de formation et d'expertise à distance. Et ce à quoi on travaille tous maintenant, ici pour 2021, c'est au fond à rééquilibrer le balancier avec un usage plus normé du numérique pour trouver la juste place du numérique.
Voilà, alors d'un côté, il est absolument incontestable que cette crise nous a permis de toucher un public beaucoup plus large, et notamment des personnes que nous n'avions pas été capables d'identifier jusqu'alors. C'est lié au choix notamment de ce qu'on a fait pour notre campus numérique, de la gratuité d'une part et de l'asynchronie d'autre part. On s'est posé une question toute bête, comment est-ce qu'on atteint tous les fuseaux horaires dans le monde? Comment est-ce qu'on touche toutes les personnes qui habitent dans des territoires peu ou mal connectés? Notre objectif en tant qu'établissement public et notre honneur, c'est de ne laisser personne au bout du chemin. Or, cette crise, elle a mis à jour, s'il le fallait, de vraies fractures numériques. Pour faire court, on s'est aperçu que les connexions entravées, mauvaises, étaient un réel problème dans le Sud, bien sûr, mais pas seulement. En France même, il y a encore des personnes sans connexion pérenne ou qui soit suffisamment rapide. Et au-delà de ça, c'est un peu le projet de Villers-Cotterêts d'ailleurs, hein, du projet présidentiel à Villers-Cotterêts. Au-delà de ces questions techniques, comment est-ce qu'on agit auprès des publics en insécurité numérique, ce qu'on appelle l'électronisme aujourd'hui? Il ne faut pas oublier que nos formations, elles visent différentes générations de personnes, plus ou moins agiles avec le numérique, les réseaux sociaux, et puis elles visent aussi différents publics. Et il faut aussi apprendre aux formateurs à se parler à ces différents publics via le numérique. On est évidemment très sensible à cette question et c'est d'ailleurs pourquoi on a travaillé à proposer aussi des parcours hors connexion dans ce BELC numérique d'hiver qu'on inaugure aujourd'hui avec Yves Bigot. Alors, Yves, vous disiez tout à l'heure, vous avez manifesté tout à l'heure une inquiétude sur la durée de la crise. Alors, quel défi maintenant attendre TV5 Monde et surtout pour continuer à faire lien avec la communauté des téléspectateurs et des internautes qui suivent la chaîne? C'est notre défi, évidemment, Yvan, et tout va dépendre de la durée de cette crise. Mais ce que nous faisons, c'est que nous essayons de nous adapter. Alors d'abord, on a lancé le 9 septembre dernier la première plateforme francophone mondiale et gratuite, TV5 Monde Plus, directement sur notre site ou sur téléphone, en téléchargeant les applications, là aussi gratuites, en iOS ou en Android, sur laquelle nous avons une offre très importante, plus de 4000 heures de programmes, avec beaucoup d'inédits, notamment de films de cinéma, de séries, mais aussi de magazines, de reportages, de documentaires, etc. Alors déjà, parce que c'est gratuit, parce que, évidemment, une des conséquences de la crise pour beaucoup de nos publics, et notamment dans les continents où la télévision est payante, c'est-à-dire tout le continent américain, mais aussi tout le continent asiatique, une partie de l'Europe aussi, certaines populations n'ont plus les moyens d'aller payer pour leur abonnement à la télévision et leur abonnement à TV5 Monde. Et puis après, on essaie de s'adapter au mieux, d'abord en parlant de cette crise. Une des raisons pour lesquelles on a été aussi suivi aussi au printemps dernier, c'est qu'on donnait sur l'ensemble de la planète les informations sur à la fois la réalité de ce virus, de cette pandémie, ce qu'il fallait faire pour s'en protéger. On invitait des experts et puis on diffusait dans le monde entier les messages aussi bien de l'OMS que de l'UNESCO, que de l'ONU, que des différents gouvernements. Après, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, c'est on tient. On a trouvé et on a mis en place évidemment tout un tas de process qui sont à la fois purement technologiques, la formation de la majorité de nos personnels pour pouvoir travailler en distanciel, comme on dit. Moi, je déteste cette novlangue, voilà, qui en plus n'a pas besoin d'exister, parce qu'on sait très bien dire ensemble, en présence, sur place, etc. Je veux dire, le français est une langue quand même très riche, de la même manière que l'anglais avec les postpositions est une langue qui peut s'adapter à tout. Je veux dire, on n'a pas besoin d'inventer des mots nouveaux tous les jours, mais enfin, peu importe. C'était une parenthèse. C'est que aujourd'hui, on a mis en place, et si devait survenir un nouveau confinement, même si c'était un confinement dur, comme on peut le redouter éventuellement en France, nous ne serions plus amenés, un an plus tard, à
réduire drastiquement nos productions comme on avait dû le faire l'an dernier. Vous, du côté de France Éducation Internationale, Pierre-François Mourier, vous aussi, il y a le défi de la durée, le défi de garder aussi le contact avec votre communauté d'enseignants et d'acteurs de la promotion du français. Absolument. Je me reconnais totalement dans ce que vient de dire Yves Bigot, évidemment. C'est des vrais défis à relever. Il y en a deux principaux, à mon sens. D'abord, celui de la lassitude. La lassitude de nous tous, de nos collègues et de nos publics aussi. On est tous globalement fatigués du télétravail. C'est paradoxal de dire ça, mais il y a une vraie... Il peut y avoir une souffrance au télétravail, d'une certaine manière. On m'aurait dit ça il y a un an, je me serais esclaffé, pour être honnête. Eh ben, pourtant, c'est vrai, ça existe. Une fatigue du télétravail et du tout en ligne, comme on dit aujourd'hui. On souffre tous de la Zoom fatigue, comme les militaires souffrent de la battle fatigue. Pour reprendre ce que disait Yves Bigot tout à l'heure, c'est agaçant cette novlangue avec plein d'anglais et de néologismes. Et d'ailleurs, ça va être un peu le thème de la conférence inaugurale qui va suivre notre introduction par le professeur Bernard Cerchilini. Donc on a tous constaté, notamment à la fin de l'année dernière, quand on avait eu l'espoir du vaccin et puis qu'on se disait peut-être que c'est enfin fini, l'épuisement général des troupes d'une certaine manière. 2020, ça a été une traversée assez éprouvante. On était branchés en perfusion en permanence à nos ordinateurs et à nos réunions Teams, Zoom, Skype, FaceTime, enfin tout ce que vous voulez. Moi, je ne peux pas ne pas penser, j'ai pas voulu revoir le film d'ailleurs par crainte, je ne peux pas ne pas penser à cet œil rouge, vous savez, de HAL 9000 dans 2001, Odyssée de l'espace, qui veut tout contrôler. Ben, c'est ça à quoi on est confronté chaque jour, et je crois qu'on a tous ressenti une sorte d'aliénation à la machine, d'une certaine manière. Alors après être parti, je dirais, la fleur au fusil numérique, on a ressenti un certain épuisement dans les tranchées du distanciel. Personne, en vérité, n'avait prévu que la guerre contre la pandémie durerait autant. On pensait de retour aux moissons. Ben non, on n'est pas de retour aux moissons. Je ne pense pas que ça va durer 4 ans, comme la Première Guerre mondiale, parce qu'on va vaincre cette cochonnerie, mais ça va prendre du temps. Et donc, il faut maintenant trouver une ligne claire qui permette de poursuivre les actions dans l'épaisseur de cette période étrange, de ce temps un peu suspendu, qui est celui qu'on connaît aujourd'hui, tout en inventant des modèles qui resteront ancrés dans une réalité non virtuelle, une réalité bien réelle et qui fasse sens. Nos chantiers, nos défis, donc, c'est comment est-ce qu'on parfait la formation à distance, comment est-ce qu'on trouve et qu'on invente de nouveaux modèles opératoires hybrides qui fonctionnent vraiment. C'est la tâche de l'année qui s'ouvre. Et à vrai dire, et ça c'est génial, c'est complètement passionnant pour des gens qui aiment la formation et la pédagogie. Le second chantier et l'autre défi majeur, pour nous, ça consiste à nous interroger sur les moyens à l'avenir de maintenir une attention et un lien social très fort avec nos publics. Comment est-ce qu'on peut assurer un réseautage planétaire, un réseautage communautaire et planétaire? Pour ceux qui ont eu la chance d'en avoir l'expérience, la richesse d'une université belge en présence, sur place, sur le terrain, sur le campus de Nantes, c'est aussi les rencontres entre pairs, où on mutualise bien sûr des réflexions sur des pratiques, on est très sérieux, on écoute des conférences, on fait des exercices, mais aussi, et ça a toute son importance, on s'interroge, et on s'interroge les uns les autres sur notre avenir professionnel, on glagne des informations informelles, on prépare, pourquoi pas, son prochain poste, bref, on se fait son réseau, et puis des amis venus du monde entier. C'est difficile de devenir ami sur Teams ou sur Zoom, à vrai dire. Alors comment, dès lors, on peut continuer à tisser ces proximités professionnelles malgré la distance? Vraiment, c'est notre second chantier de l'année. Puis enfin, moi je garde, et je sais que tous mes collègues sont dans le même état d'esprit, à l'esprit le souci environnemental. Évidemment, France Éducation Internationale, en l'année normale, c'est à peu près 1000 missions par an. Et 95% de ces missions se font en avion. Donc l'empreinte carbone, elle est considérable. Alors même si actuellement notre empreinte carbone est mécaniquement réduite par l'absence de déplacement de longue distance, il ne faut pas se leurrer non plus. La pollution numérique aussi, ça existe. Et ça a un poids non négligeable, a fortiori lorsqu'on passe de longues heures collectivement connectés sur les réseaux. Voilà, c'est tous les chantiers et tous les défis qui nous attendent pour 2021 et au-delà. Alors, une question à vous, deux directeurs généraux d'institutions francophones. Qu'est-ce que cette crise a changé et apporté
à la francophonie? Difficile de dire pour la francophonie. En tous les cas, ce que ça a apporté à la télévision, déjà dans un premier temps, et à la radio aussi, au service public, c'est l'importance du service public en situation de crise pour la et les populations. Depuis quelques années, montaient, et nous on l'avait vécu particulièrement en Suisse, hein, des attaques contre le service public qui coûteraient cher, qui auraient des effectifs pléthoriques, alors que le privé sait tellement être plus productif, plus efficace, plus combatif, etc. Bien, on s'est aperçu que toutes nos chaînes partenaires, comme TV5 Monde, ont revêtu pour nos téléspectateurs une importance d'autant plus grande qu'il fallait avoir de l'information fiable et vérifiée, qu'il fallait avoir des émissions de débat, qu'il fallait inviter des experts, mais il fallait inviter des médecins, qu'il fallait inviter des scientifiques, évidemment, il fallait inviter des politiques, etc. Mais donc parfois des émissions ardues aussi sur le sujet. Et on a pu voir combien nos programmes peuvent être parfois délaissés hein, pour des programmes plus attractifs, parfois du privé, sont redevenus essentiels et très consommés par les populations, que ce soit en France, en Suisse, en Belgique, au Canada et ailleurs d'ailleurs. Hein, ça a été vérifié à peu près partout sur la planète. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que c'est nos missions. Et là, quand je parle des missions de la radio, de la télévision, ça déborde. C'est aussi celle des enseignants. Hein, c'est aussi celle de l'éducation, c'est-à-dire que en fait les valeurs centrales qui sont parfois un peu délaissées hein, ou marginalisées quand tout va bien, qu'on fait la fête et que c'est la civilisation de l'apéro, d'un seul coup on redevient centraux, on redevient essentiel. Donc ça, pour moi, c'est sans doute la leçon positive ou l'enseignement positif numéro un de cette période de crise sanitaire. Alors, pour la francophonie, ça a évidemment contribué à resserrer les liens entre nous, les liens avec alors nous, à TV5 Monde, on est déjà l'opérateur audiovisuel hein, de l'Organisation internationale de la francophonie, mais ça nous a permis de vérifier, de mesurer combien nos objectifs, nos sensibilités, nos missions étaient semblables et combien, même si nous, on est un lieu par nature hein, de synergie entre tous, hein, tout type d'opérateurs, évidemment nos chaînes partenaires, mais aussi avec les radios publiques, mais aussi justement avec tous les opérateurs qui travaillent autour de la culture, de l'éducation, de l'enseignement du français, encore une fois pour TV5 Monde, toujours dans le cadre du plurilinguisme. François ? Yvan, j'ai peu de choses à rajouter tellement Yves Bigot a dit des choses que je pense moi-même. Alors je dirais que qu'est-ce que 2020 a apporté à la francophonie? D'abord, quelques-unes des plus belles émissions, je crois, de Destination Francophonie. C'est important de le dire. Avec l'émission de mémoire sur le Brésil, les Pays-Bas, le Cambodge, le Mali, le Rwanda, le Ghana, le Liban, la France, dans les centres labellisés par FEI. Bon, ça c'est déjà un vrai apport à la francophonie. Plus sérieusement, même si j'étais sérieux dans mon appréciation de l'émission, je crois que pour l'avoir vécu, cette crise a développé entre les ministres de la francophonie une grande complicité, une amitié, et puis la certitude que, bien sûr, les problèmes dans nos différents pays sont de degrés différents, mais ils sont de nature assez semblable. Quand il y a une grande crise, on est tous sur le même bateau, quel que soit le lieu où on habite sur cette planète, et ça sera encore plus vrai avec le changement climatique qu'on a vu les dernières prévisions de notre service météorologique national. Je l'ai vécu de l'intérieur en assistant à ma modeste place aux réunions des ministres de l'éducation de la francophonie qui ont émaillé l'année 2019 à l'initiative du
président de la Confémen, puisque c'est le nom de cette institution, qui est le ministre de l'Éducation du Nouveau-Brunswick, à l'initiative du secrétaire général de la Confémen, Abdelrahman Baba Moussa, et puis à l'initiative aussi de notre ministre Michel Blanquer. Il y a eu plusieurs rencontres. Et dans ces rencontres, qu'est-ce qu'ils ont fait, les ministres? Ils ont échangé sur la crise, sur l'impact sur leur pays, sur l'impact sanitaire, bien sûr, mais aussi l'impact économique et surtout, pour ce qui les concernait, sur l'impact éducatif. Et je crois qu'il s'est développé une prise de conscience, j'espère qu'elle perdurera après la crise, du fait que ce qui nous reste en cas de catastrophe, telle que celle que l'on vit en ce moment, même si jusqu'ici, et j'espère que ça va durer, je touche du bois, elle a moins touché l'Afrique, pour plein de raisons, ce qui nous reste en cas de catastrophe, c'est la solidarité et l'éducation, qui est au cœur de tout. Et que si, et c'est pour ça qu'on s'est tant battu pour la continuité éducative en France, et puis dans tous les pays dans lesquels on intervient avec France Éducation Internationale, parce que la continuité éducative, c'est le pari sur l'avenir. On peut être dans une situation très difficile, il y en aura plein d'autres, hein. C'est la première pandémie du 21e siècle. Il y en aura d'autres. Et puis il y aura des catastrophes climatiques, et puis il y aura des choses plus localisées. Tout ce que ça nous a apporté, c'est plus de solidarité, plus de compréhension profonde de l'autre et des problèmes de l'autre, encore une fois, qui sont des problèmes de degrés différents, mais pas de nature différente. Et donc, je l'espère, plus de solidarité à terme quand on aura réussi à sortir de cette crise. Je suis peut-être trop optimiste, mais enfin, c'est ma nature. Et puis, c'est un peu aussi notre fonction de patron d'établissement public que de prôner un minimum d'optimisme. Alors, pour terminer plutôt, quel message vous voulez adresser à toutes ces personnes qui nous regardent là en ce moment? Ce sont des professeurs, ce sont aussi des experts pédagogiques, ce sont des attachés de coopération pour le français, bref, tous ces acteurs qui font la promotion de la langue française et qui œuvrent pour la vitalité de la francophonie. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? D'abord, je voudrais leur dire merci. Merci du travail qu'ils font tous les jours, qu'ils et elles font tous les jours pour la langue française, mais pas seulement pour la langue française en fait, pour le plurilinguisme en réalité. Au-delà de la langue française, ils sont là pour montrer, ils et elles sont là pour montrer l'extraordinaire diversité linguistique de l'humanité, qui tire sa naissance de nos gènes et des parcours que l'humanité l'humanité moderne fait depuis 70 000 ans sur la planète entière. C'est le métier que les professeurs, les attachés de coopération, les ambassadeurs font est un métier extraordinaire, le plus beau des métiers, parce qu'il est, là encore, la défense des langues. En l'occurrence, pour nous, bien sûr, d'abord la langue française, mais certainement pas exclusivement de toutes les autres langues. Et puis, je voudrais aussi leur dire un message amical en forme d'espoir, parce que je suis très fier de ce Belk numérique qui va bientôt s'ouvrir, mais le vœu que je forme est que la prochaine fois, je puisse le leur dire en face, je ne dirais pas en présentiel, mais en face, en leur prenant la main, en la serrant, en faisant tous ces gestes dont on est privé depuis de longs mois. Écoutez, moi aussi, je veux vous dire merci, je veux vous dire bravo, je veux vous rappeler combien vous êtes essentiel, combien le travail que vous faites est essentiel. Et il est essentiel parce que vous participez de l'éducation. C'est pas simplement le français, même si bien entendu c'est notre mission et c'est une langue qui est importante, non pas parce qu'elle en elle-même, non pas parce qu'elle fait la promotion des pays qui parlent le français, mais parce qu'elle permet un accès à une culture, à des idées, à une richesse culturelle extrêmement importante, et puis parce qu'elle permet de communiquer. Quand même, on est à peu près aujourd'hui 300 millions à pouvoir communiquer à travers cette langue-là. Mais aussi et surtout parce que vous vous adressez pour beaucoup à la jeunesse. Et que c'est extrêmement important dans le monde d'aujourd'hui de s'adresser à la jeunesse, de lui donner les outils de son avenir, de lui donner de l'espoir dans un monde dans lequel elle en a peu
pour différentes raisons, mais en tous les cas, la crise sanitaire est venue en enlever beaucoup. Moi, je redoute beaucoup qu'on se trouve face à une génération, même si c'est une partie seulement d'une génération qui risque d'être en partie sacrifiée. Pourquoi? Parce qu'elle aura décroché à un moment essentiel de sa vie et de ses études. J'ai 2 fils et je vois autour d'eux certains de leurs camarades qui n'arrivent pas à étudier et à suivre depuis chez eux. Parce que les conditions depuis chez eux ne sont pas bonnes. Ils ont beaucoup de frères et sœurs, ils ont des parents qui sont obligés de travailler à domicile, etc. Et puis simplement parce qu'ils ont besoin d'être aidés. Et on est d'autant plus aidé par des éducateurs, des instituteurs, des professeurs, qu'on est avec eux, qu'on peut leur poser des questions, mais des questions personnelles, qu'on peut aller leur dire un mot après un cours ou avant un cours, s'adresser à eux, ce que Zoom ou Skype ou Teams ou etc. ne permettent pas, soit parce qu'on est timide et puis soit parce qu'on est perdu au milieu d'une masse, etc. Moi, je redoute beaucoup ça. Donc, je suis sûr que vous en êtes déjà conscient, mais donc c'est très très important que vous vous adressiez à cette population qui est vraiment en danger, qui est évidemment l'avenir de la planète et de l'humanité, et qui, évidemment, dès lors qu'on parle français, qu'on enseigne le français, est particulièrement jeune, puisque, comme vous le savez, l'avenir du français, il se situe en Afrique, puisque c'est là qu'est la démographie déjà aujourd'hui, et qu'est la démographie de demain. Et la moyenne d'âge du continent est de 18 ans. Donc c'est là qu'est l'avenir du français, mais c'est là aussi qu'est l'avenir de la jeunesse francophone. Elle est là, et c'est vous qui, pour beaucoup, leur enseignez le français, même si on n'en parle jamais, et parce que ça n'est pas que des Français qui s'en occupent ou des francophones qui s'en occupent. Je pense que c'est la Chine qui va nous apporter le nouveau grand réservoir de francophones de la planète. Et l'intérêt des Chinois pour notre langue, certes, pour des raisons économiques, pour être présent et performant en Afrique, mais aussi pour des raisons culturelles, pour des raisons historiques, de relations très anciennes entre la France et la Chine. Je pense que c'est quelque chose d'important. Et puis on se réjouit aussi de voir que aux États-Unis, l'enseignement du français est de plus en plus recherché, de plus en plus demandé. Moi, je vois ça évidemment à travers aussi la Fondation des Alliances françaises, et puis les demandes qu'on a à TV5 Monde, et les connexions qui se font sur apprendre et enseigner. Donc, le français, je pense, a le vent en poupe. Le français est redevenu une langue moderne, mais pourvu, et comme vous l'évoquiez il y a quelques minutes, qu'on justement le conçoive de manière ouverte, de manière commune, à côté des autres langues, et pas de manière frileuse en pensant qu'il faut absolument combattre l'anglais qui va nous tuer. Déjà, comme Bernard Cerqueglini et beaucoup d'autres le savent, déjà l'anglais est constitué de beaucoup de français et de racines françaises. Donc s'il nous renvoie en partie notre propre langue, c'est à notre honneur. Je pense qu'il faut qu'on ait une attitude vraiment décontractée, ouverte par rapport à ça. Et dès lors qu'on est dans un monde qui est globalisé, une économie et une culture qui est mondialisée, il faut accepter qu'elle le soit en France aussi. Et que donc le français qu'on enseigne aux autres soit pas un français impérialiste, mais soit un français amical, culturel, et qui ouvre
justement le monde de la francophonie aux autres. Alors, merci à tous les deux. Alors, certainement, à l'heure où vous allez écouter ce dialogue, je serai au Kenya pour rencontrer justement des professeurs qui suivent la formation du BELC et puis présenter cette formation innovante et maintenant entièrement numérique sur les antennes de TV5 Monde. Merci à tous les deux, puis très bonne formation du BELC à vous tous qui la suivez partout dans le monde. Au revoir.